au cœur du salon et on retrouve Adrien Spiteri. Je crois que vous êtes sur un stand avec un ordinateur un petit peu particulier sur le stand d'IPEO, c'est ça ? Oui, exactement. Cet ordinateur, il se trouve dans le hall 6 sur le stand IPEO. Vous le voyez juste derrière moi. Alors, sa particularité, c'est que cet ordinateur, il est totalement étanche. Vous le voyez très à l'aise ici au milieu des canards. Pourtant, de l'eau coule sur lui. On va justement en parler avec Olivier Dietlin, qui est président chez IPEO. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cet ordinateur et nous présenter aussi votre groupe IPEO? Tout à fait. Donc IPEO Technologies, nous sommes un fabricant français de matériel informatique durci pour les environnements à forte contrainte, c'est-à-dire température, choc, vibration. Et dans le cas présent, pour la mare au canard, c'est-à-dire que vous avez un PC ici qui va plutôt se retrouver dans des environnements type criée, dans des environnements agroalimentaires, sur lesquels il va falloir le nettoyer tous les jours, plusieurs fois par jour au Karcher. Donc plusieurs dizaines de bars, et donc il faut que le produit soit entièrement étanche. Si vous allez regarder derrière, tout le produit en fait est conçu pour être serti et pour qu'il n'y ait jamais une goutte d'eau qui rentre. Et ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans chez le client, sans avoir besoin d'être changé. Donc c'est vraiment un produit destiné aux industriels. Alors cet ordinateur, il est étanche, mais il résiste aussi au choc. On va aller faire on va aller le tester peut-être un peu derrière moi. Je vais essayer de mettre un petit coup pas trop fort non plus, parce qu'il y a des gens, je crois, derrière. Voilà, on peut y aller. On pouvait y aller un peu plus fort, voilà. Bon, c'est de la dalle tactile, c'est pour ça que ça change. Ça résiste à combien en termes de choc? Est-ce que vous avez une idée? Sur ces produits, ça va être de l'IK8, mais on a des produits type IK10, donc qui sont en fait les normes de résistance au choc, excusez-moi, parce qu'en fait on fait des produits aussi anti-vandalisme, puisqu'on va être par exemple à Bruxelles, dans les aéroports, dans les gares, et là en fait ce sont les environnements les plus dangereux, puisque il y a beaucoup de vandalisme sur place, et donc les clients nous demandent des produits qui puissent résister en fait à un coup de masse, grosso modo. Et ces ordinateurs, ils sont fabriqués aussi à l'aide de robots, c'est ce qu'on peut voir sur ces images. Quel rôle ils jouent justement dans la conception de ces ordinateurs? Donc alors, comme je vous l'ai dit, IPEO Technologies, c'est un fabricant français. On a 2 usines à Dessines-Charpieu qui sont à 15 minutes d'ici, une 50aine d'employés. Et grosso modo, on a la première étape de fabrication qui est ce qu'on appelle le collage, que vous voyez ici, est faite de manière robotisée. Donc on a bien sûr un opérateur, voire 2, qui contrôle en fait toute la partie robotique. Mais cette partie-là, elle est principalement pour assurer la qualité et la répétabilité de la fabrication. Donc elle va être entièrement automatisée. La suite, par contre, nos 50 autres employés, c'est plus tout ce qui va être intégration des spécificités clients, intégration des différents types de configurations mémoire, la charge du logiciel, le firmware, où là, effectivement, on va avoir un métier qui est beaucoup plus manuel. Et d'ailleurs, nous, on recrute en fait des ingénieurs, des techniciens et des commerciaux. Ça c'est intéressant en plus parce que c'est la journée justement de l'emploi sur le salon, donc vous cherchez des gens chez IPEO. Voilà, on cherche des gens en fait pour étoffer, puisque donc IPEO Technologies, on a un certain nombre d'axes de développement, puisqu'on va livrer aujourd'hui tout type d'industrie, aéronautique, agroalimentaire, pharmaceutique, médical, militaire, et on a plusieurs axes de développement en France mais aussi à l'international. On a de grands objectifs à l'international et on a besoin de main-d'œuvre pour produire, de gens pour designer et puis de gens pour échanger aussi avec tous nos clients allemands. Eh bien écoutez, le message est passé. Merci d'avoir été avec nous ici dans le hall 6 du Salon Global Industrie. Merci. L'instant. Restez avec nous dans Smart Industrie. Mondial qui s'accélère, l'Europe doit renforcer sa compétitivité. C'est la conclusion d'un récent rapport de 400 pages qui préconise une meilleure coordination entre les 27 en termes de politique économique et commerciale. On va en parler avec vous. Thomas Courbe, bonjour. Vous êtes en charge de la feuille de route gouvernementale pour les entreprises, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était important pour vous de venir sur le salon Global Industrie? Alors ce salon est un rendez-vous majeur des industriels français. Donc d'abord le premier objectif c'est d'aller à la rencontre de ces industriels.
Ensuite, l'industrie, c'est essentiel pour le pays. C'est l'industrie qui apporte des solutions pour beaucoup de nos enjeux, pour la décarbonation de l'économie, pour la sécurité d'approvisionnement de nos médicaments, par exemple, ou pour la défense. Et donc, c'est une industrie qui apporte des solutions et qui, par ailleurs, ces dernières années, s'est beaucoup développée. Nous avons commencé à réindustrialiser le pays depuis 4 ans. En 2022-2023, par exemple, nous avons créé près de 200 usines nettes en France. Donc on a inversé la courbe de désindustrialisation et c'est un enjeu majeur donc aussi d'économie, d'emploi dans les territoires. Le contexte international est compliqué. Quels doivent être les grands chantiers économiques en Europe et en France à l'horizon 2030 ? Alors effectivement, le premier enjeu économique, de politique économique au niveau européen et français, c'est de répondre à ce contexte que vous évoquez, qu'on peut résumer en 3 grands défis pour notre industrie, qui sont d'abord les prix de l'énergie en Europe, qui sont plus élevés qu'ailleurs. Ensuite, des surcapacités de production en Asie qui exercent une pression extrêmement forte sur les prix des produits industriels en Europe. On a vu par exemple sur les batteries au premier trimestre 2024 des baisses de prix de 25%, ce qui est considérable. Et puis bien sûr, c'est enfin tous les enjeux de tarifs douaniers, en particulier aux États-Unis, ce qui existe déjà puisque certains ont été pris en 2024 et ceux à venir. Ça, c'est 3 défis et l'Europe doit d'abord répondre à ces défis. On y travaille au niveau européen sur restaurer ce qu'on appelle le level playing field, un traitement équitable de nos entreprises. On a eu un sommet de l'acier à Paris récemment, puisque l'acier est l'un des secteurs industriels très menacés. Aujourd'hui même, ce soir à Paris, on a une réunion des ministres européens sur la chimie qui est également menacée. Et donc là, l'idée, c'est avec l'Europe de mettre en place des instruments de défense commerciale pour restaurer cette équité de traitement, cette concurrence équitable. C'est l'un des enjeux essentiels du moment. L'autre enjeu, c'est l'innovation et vous citiez le rapport Draghi et il insiste beaucoup sur le fait que l'Europe a du potentiel d'innovation très important. La France en particulier, nous en sommes convaincus et nous devons développer ce potentiel, accélérer l'innovation. On a des très bons résultats en France depuis plusieurs années sur les créations de start-up par exemple, en particulier les start-up deep tech qui sont ces start-up qui vont devenir des usines, des industries et donc qui sont particulièrement pertinentes ici. Il y en a beaucoup sur ce salon. Et ça, c'est au niveau national, cet effort pour continuer de soutenir ces entreprises qui innovent. En février, nous accueillions le sommet mondial de l'IA à Paris. Et ça a été un autre moment qui a, je crois, démontré aux yeux du monde le caractère extrêmement dynamique, vibrant de cet écosystème d'innovation, en particulier sur l'IA, mais dans beaucoup d'autres domaines. Aujourd'hui, on a d'un côté une Chine qui surproduit, qui inonde en produits le marché européen. D'un autre côté, une administration américaine qui est ouvertement hostile envers l'Europe, qui veut imposer des barrières douanières. Comment, dans ce contexte, est-ce que la France peut tirer aussi son épingle du jeu ? Alors on peut tirer notre épingle du jeu d'abord en faisant tout ce travail au niveau européen et nous sommes convaincus qu'il faut d'abord une réponse européenne. Et les défis que vous évoquez sont des défis mondiaux et il faut que l'Europe soit unie dans la réponse qu'elle apporte, cohérente. Donc il y a un gros travail à mener en interne à l'Europe, entre les États membres. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec nos partenaires européens, avec la Commission européenne bien sûr, pour apporter les réponses que j'ai évoquées sur la défense commerciale ou sur d'autres solutions sur les prix de l'énergie par exemple. Ensuite, on doit profiter de nos écosystèmes. En France en particulier, on a un système de formation qui est extrêmement reconnu, une recherche publique qui est extrêmement productive. Et finalement, l'un de nos rôles, c'est par exemple de transformer cette recherche publique en des startups, puis en des usines. Et donc, il y a un enjeu sur le transfert de technologie, transfert de l'innovation qui est essentiel. Et on voit que dans les domaines dans lesquels on réussit ce transfert, on a des acteurs en France, en Europe, qui peuvent être des leaders sur leur marché. Donc c'est possible, c'est ce type d'avantages comparatifs qu'il faut déployer. On utilise aussi des avantages comparatifs de la France au-delà des compétences, des talents, que sont par exemple l'électricité décarbonée. C'est un atout très important qui a été marquant pendant le sommet de l'IA que j'évoquais tout à l'heure.
Et puis tous les efforts que nous avons menés ces dernières années également pour la compétitivité du territoire France. Et on a vu ces dernières années que la France était le premier pays européen en termes d'attractivité des investissements étrangers, des investissements industriels en particulier, ce qui témoigne de la reconnaissance par ces acteurs du caractère très compétitif de nos territoires, de nos talents, de nos équipes, et on veut continuer de miser sur tout ça pour continuer d'attirer tous ces investissements pour développer les territoires, développer l'économie et l'emploi. Vous évoquez la décarbonation, ça fait longtemps qu'on en parle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore accélérer? Alors sur la décarbonation, peut-être particulièrement de l'industrie qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé ces dernières années. On a vraiment mis en place une vraie planification, c'est-à-dire qu'on a avec les plus gros émetteurs, les plus gros sites industriels émetteurs, on a une contractualisation de la décarbonation de leurs sites. Ils s'engagent à faire des investissements qui vont permettre de décarboner leurs sites. L'État s'engage à les aider financièrement puisque ces investissements sont extrêmement lourds et ils doivent en même temps rester compétitifs dans la compétition mondiale. Donc on a ces contrats et on les a signés et on est en train de les déployer actuellement par tous ces investissements. Et donc on est bien sur la trajectoire qu'on avait fixée de décarbonation à l'horizon 2030 de l'industrie, en particulier des sites les plus émetteurs, notamment les 50 sites les plus émetteurs. Et il faut réussir à la fois réussir cette décarbonation, faire ces investissements de décarbonation et en même temps continuer d'innover, continuer d'être compétitif dans cette compétition mondiale. C'est ce défi global auquel nous travaillons tous les jours. Un contexte difficile mais qui à la fois va apporter de nouvelles opportunités. Merci beaucoup. Merci beaucoup.